Je vais faire le dernier cours là, de cette série pour cette année. Donc, tout le sujet était autour de la génération de signaux. J'ai pris des exemples d'images parce que c'est plus facile, mais pour illustrer ce principe qui consiste à faire de la génération à partir d'opérateurs de transport. Et on a vu toute une série de techniques, depuis les GAN, les techniques de normalizing flow, pour arriver à ces approches par équation différentielle stochastique. Alors, je vous rappelle très brièvement ce qu'on a vu au cours des derniers cours, cette idée de définir un transport depuis la distribution de base. Donc, par exemple, la distribution de base, ça peut être une distribution qui correspond à des images de visage. Et on fait un transport ici vers du bruit blanc. Et ce transport vers du bruit blanc, il se fait tout simplement à travers une équation différentielle stochastique qu'on appelle l'équation d'Ornstein-Uhlenbeck, où on additionne petit à petit du bruit. Et on a vu qu'il y a une décroissance exponentielle de la composante du signal et ça va converger vers un bruit blanc. Et l'aspect intéressant de ce transport, c'est que si on regarde le transport donné par l'équation de Fokker-Planck de la distribution de probabilité, eh bien, ce transport peut s'inverser, et cette inversion va se faire avec une équation différentielle stochastique, où d'une certaine manière, on inverse le temps, qui va nous ramener depuis la distribution du bruit blanc vers la distribution des images qu'on veut synthétiser. Et ce transport se fait avec une équation différentielle stochastique qui ressemble à l'équation d'Ornstein-Uhlenbeck, sauf qu'il y a un terme de biais qui est introduit, et ce terme de biais, c'est le score. Donc le score, je vous rappelle, c'est le gradient du log de la probabilité au temps considéré, sachant que xt, c'est l'image bruitée avec une variance qui va croître avec le temps ici. Donc là, on a démontré ça et on a vu que ça se justifie relativement simplement, mais il y a une composante qui est très compliquée dans ce problème, c'est l'estimation du score, qu'on pensait être quelque chose d'infaisable jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui essaye, donc à Stanford, et c'est l'origine de ce papier de Yan Song et ses collaborateurs, qui ont montré qu'effectivement, on est capable d'estimer le score avec un réseau de neurones. Donc, l'idée centrale pour estimer le score, c'est d'observer que le score, il peut s'obtenir à partir d'un problème de débruitage. Ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'en fait, l'équation stochastique inverse, elle consiste petit à petit à enlever du bruit, et c'est en appliquant le score que petit à petit, on élimine le bruit. Donc, on considère un problème de débruitage, où donc l'image à un temps t s'obtient à partir de l'image originale plus un bruit blanc dont la variance va dépendre éventuellement du temps. Et la question qu'on se pose, c'est quel est l'estimateur optimal qui va minimiser l'erreur quadratique entre la vraie image et l'estimateur qui est calculé à partir de l'image bruitée. Et la solution optimale, elle est obtenue, on l'a vu d'un côté, elle peut s'écrire comme l'espérance conditionnelle du signal étant connu xt, et il y a cette fameuse formule de Tweety, Miyazawa, qui montre que ça peut tout simplement s'écrire comme xt, auquel on ajoute une composante qui consiste à bouger dans la direction du score, du gradient par rapport à xt de la log probabilité, ce qui n'est pas très étonnant d'une certaine manière. C'est comme un pas de gradient, mais on arrive à converger vers la solution optimale en un seul pas, dans la direction, donc on veut augmenter la probabilité de la solution du gradient du log de probabilité. Alors, à partir de ce résultat qu'on a démontré avec une simple intégration, à partir essentiellement d'une intégration par partie, on peut essayer d'estimer le score avec un réseau de neurones. C'est ce qu'on a vu. Ça consiste à prendre des images bruitées, donc c'est les images xt, et essayer de trouver un réseau de neurones qui va faire le débruitage. Et quelle est la fonction de coût de ce réseau de neurones? C'est tout simplement l'erreur entre l'image estimée et l'image originale, sens quadratique, puisque ce qu'on veut minimiser, c'est le coût quadratique. Et si, après une descente de gradient avec un réseau de neurones suffisamment riche, on arrive à obtenir une image
estimé de bonne qualité. Ce qu'on espère, c'est qu'on a obtenu un estimateur optimal. Si c'est le cas, alors le score estimé va être pratiquement égal au vrai score, et donc on a une estimation du score. Une fois qu'on a l'estimation du score, on peut l'injecter dans l'équation différentielle stochastique et puis donc faire petit à petit ce transport depuis un bruit blanc vers l'image d'origine. Alors, on a vu que aussi ce type de technique peut se généraliser. Ça, c'était dans l'exposé de Valentin de Bortoli il y a 3 semaines à peu près, avec des transports beaucoup plus généraux de n'importe quelle distribution à n'importe quelle distribution. Et ça nous sera détaillé par le séminaire de Eric van den Heijden, qui va avoir lieu juste après le cours, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'applications de ces techniques d'interpolation stochastique qu'il a introduit notamment. Alors, le problème central derrière tout ça, c'est maintenant de comprendre comment ça se fait qu'on arrive effectivement à estimer le score avec des réseaux de neurones et donc d'une certaine manière de vaincre la malédiction de la dimensionnalité alors qu'on pensait que ce n'était pas possible. Et ça, c'est le problème qu'on va à nouveau considérer aujourd'hui dans ce dernier cours. Donc, le réseau de neurones qu'on va utiliser typiquement dans ce genre de stratégie, c'est un U-Net. Un U-Net où, on l'a vu, on a l'image d'entrée qui est ici en orange, c'est l'image bruitée, l'image débruitée est ici, et on voit qu'il y a une cascade de convolutions sous échantillonnage dans la branche de gauche pour arriver à des images beaucoup plus petites dans les couches plus profondes de U-Net. Et puis ensuite, on remonte et petit à petit, on reconstruit une image haute résolution à travers la branche de droite pour sortir l'image d'origine. Donc derrière ça, il y a beaucoup de composantes, il y a des convolutions. Pourquoi des convolutions? Il y a des non-linéarités qui sont ces relus, et puis il y a cette structure, cette architecture en cascade, et ça, c'est tous les éléments qu'on va finir de justifier aujourd'hui. Donc ça, c'est la question centrale. Désolé, là, elle est en anglais. Comment ça se fait qu'un réseau de neurones est capable d'estimer le score? Et donc, je vais finir aujourd'hui de donner une perspective d'analyse harmonique sur cette question. Ce qu'on a vu il y a 2 cours, c'est qu'on peut commencer à essayer de poser le problème de l'estimation optimale en se restreignant seulement à des opérateurs linéaires. Et là, on tombe sur la théorie classique du filtrage de Wiener, où on va avoir typiquement des opérateurs qui sont diagonaux dans des bases de Fourier, et on obtient des résultats qu'on a vus, que je vais remontrer rapidement, qui ont des limitations très fortes, parce que notamment ça ne s'adapte pas aux discontinuités, etc. Ensuite, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'on peut effectivement essayer de s'adapter à l'existence de discontinuités avec des opérateurs non linéaires, et je vais finir cette partie-là. Et le cœur, ici, c'est de passer à des opérateurs donc non linéaires par seuillage, et de faire ça dans des bases qui créent des représentations parcimonieuses avec le moins possible de grands coefficients. Et pour faire ça, on introduit les bases d'ondelettes qu'on va finir de voir aujourd'hui. Et effectivement, dans certains cadres, on arrive à obtenir des résultats optimaux. Mais c'est des cadres qui sont assez restreints et qui ne correspondent pas du tout au type d'image complexe qu'on peut avoir quand on regarde les performances des algorithmes de réseau de neurones. Donc, d'une certaine manière, cette approche par ondelette va quand même nous permettre, et par seuillage, de comprendre pourquoi les relus jouent un rôle aussi important et d'avoir un premier modèle simple avec un réseau de neurones d'une certaine manière à 2 couches. Et ensuite, on va regarder un peu les sources de non-optimalité de ce type d'approche, et on verra que c'est essentiellement lié au fait qu'on n'arrive pas à capturer les structures géométriques. Et pour faire ça, donc dans cette veine de recherche qui s'est passée entre essentiellement de 1990 et à peu près 2010, on s'est rendu compte qu'il fallait commencer à adapter la base. Et il y a un certain nombre de théorèmes qui montrent qu'effectivement, si on adapte la base, on arrive à des performances nettement supérieures, mais on verra aussi les limitations de ces approches. Ce qu'on verra à la fin, c'est qu'en fait, un réseau de neurones profonds fait essentiellement ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va réinterpréter un réseau de neurones comme étant un opérateur qui calcule une base orthogonale adaptée au signal et fait un seuillage dans la base orthogonale. Et on va voir que quand on applique
cette technique de score, c'est essentiellement ce qu'on fait. Et évidemment, on est loin pour l'instant de comprendre comment ces bases orthogonales sont calculées, mais ça nous donne une représentation mathématique du problème. Et je poserai les quelques problèmes ouverts autour de ça. Alors, je reprends à partir de l'estimateur linéaire. Ce qu'on a vu, c'est qu'un filtrage de Wiener, quand vous avez un signal qui est stationnaire, c'est-à-dire vous pouvez avoir une version du signal ou sa version translatée, ici vous avez un signal régulier par morceau, voilà le signal xt bruité, dans ce cas-là, l'estimateur linéaire optimal va être diagonal dans la base de Fourier et va essentiellement consister à garder les composantes les plus énergétiques en Fourier qui vont correspondre aux basses fréquences. Donc, voilà l'estimation optimale. Et ce qu'on a vu, c'est que cette estimation optimale, en fait, elle préserve du bruit parce qu'il a fallu garder des hautes fréquences pour ne pas détruire les discontinuités. Et du coup, on a gardé le bruit haute fréquence ici. Donc la question d'après a été de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux en éliminant le bruit tout en préservant les discontinuités. Et c'est ça qui a motivé le passage à des estimateurs non linéaires. Alors les estimateurs non linéaires qu'on a considérés à partir des années 90, c'était des estimateurs de seuillage. Donc je vous rappelle rapidement le résultat principal. Vous avez donc ici, je reprends les notations que j'avais prises dans le cours, un signal plus bruit, où le bruit, donc c'est un vecteur gaussien donc de covariance sigma carré l'identité, et l'estimateur par seuillage, donc qui va dépendre du signal bruité, il va s'obtenir comme un seuillage des coefficients de décomposition du signal bruité dans une base orthogonale constituée par les vecteurs EK. Et ces vecteurs orthonormaux, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les seuiller. C'est-à-dire qu'on va mettre à zéro les coefficients les plus petits et on va reconstruire. Donc ça, on l'a vu, on peut le voir de manière générale comme un estimateur où on atténue. Je reprends cette forme parce qu'on a vu qu'on peut... Mais ici, le facteur d'atténuation, il est calculé par seuillage. Et on reverra cette forme en lien avec les réseaux de neurones. Donc le seuillage, c'est une fonction ici qui, si on fait par exemple un seuillage doux, va essentiellement nous prendre la valeur, soustraire une composante t fois signe de A, c'est-à-dire je vais atténuer l'amplitude de A par t, donc si le module de A est plus grand que t, et puis ça va me donner 0 si le module de A est plus petit que t. D'accord ? Donc ça, c'est la fonction de seuillage. Et ça, en fait, ça peut se réécrire comme un ReLU, ou la soustraction de ReLU. C'est en fait, donc cette fonction, c'est, on l'a vu, cette fonction qui est ici, qui va être comme ceci en t et en moins t. Ça, c'est ρt de A. Et ça s'écrit comme le ReLU de t moins A. C'était moins A, A moins T, pardon. C'est le ReLU de A moins T moins le ReLU de moins A plus T. Moins A moins T, pardon. C'est-à-dire, ça c'est le premier ReLU qui est ici, translaté de T. Donc c'est le ReLU de A moins T. Et ça c'est le ReLU inversé translaté de moins T. C'est le deuxième. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est que cet estimateur-là, on peut le voir comme un premier opérateur linéaire, suivi d'un ReLU, suivi d'un deuxième opérateur linéaire. Donc, x chapeau de W, de Y, je peux le réécrire en termes matriciels comme un premier opérateur W, ρ, et le 2. Ça, c'est l'opérateur transpose. Donc, ça s'écrit vraiment comme un réseau de neurones avec deux couches, deux séries d'opérateurs linéaires, et puis une seule ici non-linéarité qui est mise au milieu, qui va être le ReLU, qui va être donné par le ReLU. Je devrais l'écrire non pas comme O, B,
c'est vraiment le relu ici. OK. Donc, ça, c'est le type d'algorithme qui est ici. Maintenant, la question, c'est à quelles conditions est-ce que ce genre de choses peut vous donner des estimateurs qui sont optimaux. Alors, ce qu'on a vu, c'est d'abord la comparaison entre un estimateur de seuillage et un estimateur qui est optimal dans la classe des estimateurs diagonaux. Et dans la classe des estimateurs diagonaux, on a vu que ce qu'on pouvait faire de mieux, c'est essentiellement, si on impose que la sélection est binaire, soit on garde le coefficient s'il est plus grand que le bruit sigma, soit on l'élimine s'il est plus petit que le bruit sigma. Donc ça, c'est un estimateur qui vous donne une erreur. On avait écrit l'expression de cette erreur. Donc ça, c'est dans le cas, on a vu des estimateurs oracles, où à nouveau h de k va être égal à 1 si le coefficient est plus grand que le bruit, et puis à 0 si le coefficient est plus petit que le bruit. Donc on a vu que ce genre d'estimateur, évidemment, on ne peut pas l'implémenter parce qu'on ne connaît pas de signal, mais si on calcule son erreur, alors elle va s'écrire comme une somme des composantes minimum entre la composante du signal et sigma carré, et donc ça peut s'écrire comme la somme de toutes des énergies du signal pour tous les coefficients qui sont plus petits que le bruit, ça c'est ceux qu'on a mis à 0, plus tous les coefficients qui étaient plus grands que le bruit, on a gardé la composante du bruit, sigma carré, il y en a m, ça c'est le nombre de coefficients qui vont être au-dessus de sigma. Et le théorème que j'ai expliqué la dernière fois, qui nous vient qui a été démontré par Dono et Johnstone, c'est que si maintenant je regarde l'algorithme de seuillage, c'est-à-dire l'espérance entre l'algorithme de seuillage x de y moins x. Alors, excusez-moi. Ici, je vais fixer le grand X à un signal. On a vu, comme c'est un algorithme adaptatif, je fixe le signal, le bruit est aléatoire et je regarde l'erreur. Dans ce cas-là, l'erreur va dépendre donc du petit x, et ce qu'on a vu, c'est que ça, c'est pratiquement égal à l'erreur optimale parmi les opérateurs diagonaux, et il y avait un facteur 2 log d plus 1 fois sigma carré plus l'erreur de l'oracle RB de x. Et ce facteur-là, on ne peut pas le réduire. Donc, qu'est-ce que nous dit finalement cet ensemble de résultats? C'est qu'avec un seuillage, on peut quasiment atteindre la performance d'un estimateur par oracle qui va sélectionner les coefficients qui sont plus grands que le bruit, quand bien même on ne connaît pas vraiment les valeurs de ces coefficients, mais évidemment on a une perte qui est ce facteur log d, et l'erreur ici obtenue, elle va être petite si cette composante ici, autrement dit ici, est petite. Alors, comment interpréter ça? Ça, c'est quoi? C'est la somme, l'énergie de tous les coefficients qui sont plus petits que sigma. Je sais que j'en ai m. Si j'appelle xm l'approximation de x obtenue en prenant tous les coefficients qui sont plus grands que sigma, donc je projette x sur les vecteurs comme ceci. Ça veut dire quoi? C'est que je reconstruis x non pas à partir de tous ces coefficients,
mais simplement à partir des plus grands. J'en ai m. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la somme de tous les coefficients que j'ai éliminés. Donc ceci, ici, ce n'est autre que l'erreur entre x et son approximation xm au carré. Ce qu'on voit, c'est que l'erreur, elle a deux composantes. D'un côté, le biais, qui est l'erreur qu'on fait quand on approxime x avec simplement m coefficients dans la base. De l'autre côté, la composante de variance, qui est le bruit résiduel sur les m coefficients qu'on a gardés. D'accord? Ça, on a fini là-dessus la dernière fois. Le problème maintenant, c'est de trouver une base qui va minimiser ça. Pour trouver une base qui va minimiser ça, il faut trouver une base qui crée le moins de grands coefficients, le moins de grands coefficients possible et le plus de quasi zéro possible. Alors, sur des signaux comme ça, l'enjeu, c'est de créer des zéros et donc d'utiliser la régularité dans les parties régulières et de créer le moins de grands coefficients possible avec dus aux discontinuités. Et pour ça, il faut changer la base et trouver une base qui est meilleure que la base de Fourier. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, du coup, pour utiliser la régularité, il faut malgré tout une fonction qui oscille de manière à tuer les parties régulières, mais en même temps, cette fonction, elle doit être localisée pour ne pas souffrir de l'existence d'une singularité qui est très loin. Pour ça, on va prendre des ondelettes. Donc ça, c'est une petite ondelette. La propriété, c'est que son intégrale, elle vaut 0. Ces ondelettes, on va les dilater. Donc voilà le facteur d'échelle S. Maintenant, c'est l'ondelette psi S, c'est l'ondelette qui est dilatée avec un facteur 1 sur S. Son support est proportionnel à S. Et ces ondelettes, on va les translater. Donc on obtient un peu comme les coefficients de Fourier ou comme les produits scalaires là. Le produit scalaire, alors excusez-moi à nouveau, ici, quand je passe sur les slides, la notation F, ça correspond à X. Je suis désolé. Donc X, c'est le signal. Ici, comme on est en analyse harmonique, on a tendance à le noter F comme une fonction. C'est une fonction du temps, ça c'est le signal. Et donc, on va voir le produit scalaire entre le signal et l'ondelette. C'est donc l'intégrale entre la corrélation entre le signal et l'ondelette ici. Donc, le but, c'est d'avoir une base orthogonale. Et ce qu'on a vu, c'est que ces bases orthogonales, on peut les créer avec ces ondelettes. Ça, c'est ce premier résultat qui avait été obtenu par Yves Meyer en 1986. Il faut une ondelette dont le support en Fourier est essentiellement localisé dans une bande de fréquences qui va essentiellement entre pi et 2pi, mais pas tout à fait, de manière à ce que la transformée de Fourier soit bien régulière, et donc que dans l'espace, l'ondelette est une décroissance rapide. Vous voyez, voilà un exemple d'ondelette. Et avec cette ondelette, si je la dilate en espace, ça va revenir à la dilater en Fourier. On va couvrir toutes les bandes de fréquences avec les ondelettes dilatées. On peut montrer la somme des carrés va valoir 1. Et avec ce genre d'ondelette, si on la construit bien, et c'est ce que Yves Meyer avait montré initialement, on arrive à obtenir une base orthogonale de tout l'espace des signaux, simplement en dilatant cette ondelette avec des facteurs 2 et en la translatant avec des intervalles de translation qui sont proportionnels à l'échelle de puissance j. D'accord ? On avait fini là-dessus la dernière fois. Donc on a des bases orthogonales qui sont à notre disposition. Donc les ondelettes, ça correspond au vecteur de base EK ici. Et la question, c'est est-ce que les ondelettes vont nous donner des représentations parcimonieuses? Représentation parcimonieuse, ça voudra dire qu'avec M ondelettes, je vais pouvoir bien approximer le signal. Et donc, si ensuite je fais un seuillage dans la base d'ondelettes, je vais avoir une petite erreur. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui a été initié donc, par les travaux de Dono et Johnstone. Et donc voilà un exemple de signal. Donc à nouveau, F, c'est X, c'est la même chose, hein, que je décompose dans la base d'ondelettes. Pensez aux ondelettes comme étant les vecteurs EK d'une base, d'accord ? Donc je peux reconstruire F à partir de sa décomposition. Ça, c'est les coefficients d'ondelettes, et je remultiplie par le vecteur. Et maintenant, je vous montre, pour les différentes échelles,
les coefficients d'ondelette. Alors, à fine échelle, ça revient à faire un produit scalaire entre le signal et une petite ondelette qui oscille très vite, que je vais bouger. Quand l'ondelette est ici, comme l'ondelette oscille rapidement, eh bien, la corrélation va être quasiment zéro. Et là, les coefficients, vous voyez rien. Là où on voit des grands coefficients, c'est une barre ici qui monte vers le haut ou vers le bas, c'est un coefficient négatif, ça n'apparaît qu'aux discontinuités, parce que l'ondelette, elle calcule en quelque sorte un contraste local. Donc où est-ce que le contraste local est très fort? C'est près des discontinuités. Là, vous voyez, il y a une singularité, on voit les coefficients, etc. Et puis ensuite, on fait la même chose aux différentes échelles, et puis on translate les ondelettes, les coefficients d'ondelette sur une grille de plus en plus grossière. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, là, il y a très peu de grands coefficients. La plupart des coefficients, ils sont nuls et ils sont quasiment invisibles. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut faire des maths à partir de ce genre de choses et de comprendre le lien entre la régularité du signal et l'amplitude des coefficients. Et donc, la réponse, c'est oui, et c'est pour ça que c'est un outil qui est très puissant. Comment on peut regarder la régularité d'un signal ou d'une fonction? On peut regarder la régularité d'une fonction en regardant son incrément au voisinage d'un point t0. Donc je me place en un point t0 quelconque et je regarde l'amplitude de l'incrément. Et je compare cette amplitude à t moins t0 à la puissance alpha. Et si l'incrément est plus petit que t moins t0 à la puissance alpha fois une constante, on dit que la fonction est localement Lipschitz alpha. Donc, si vous avez alpha égale 1, on peut démontrer que dans ce cas-là, la fonction va être presque partout différenciable. Donc là, typiquement, eh bien, là où vous avez une discontinuité, alpha va valoir 0. Ici, vous avez une fonction qui est continuellement différenciable. On peut étendre la définition pour alpha plus grand que 1. Ici, alpha va être un tiers. Ça, c'est une réalisation d'un brownien. Un brownien, typiquement, est Lipschitz 1,5 moins epsilon pour tout epsilon. Donc, vous avez quelque chose qui est presque partout singulier. Alors, ça, je peux le réécrire comme étant, je remplace le t par st plus t0. Et à ce moment-là, la différence entre ceci et t0, eh bien, excusez-moi, c'est s plus t0. Ça va être ici t moins t0, ça va être s puissance alpha. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'écrire ici? C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand je m'éloigne d'un point t0, eh bien, l'erreur va se dilater avec la distance à la puissance alpha. Et la conséquence de ça, et ça je vais le démontrer rapidement, c'est que si on regarde l'amplitude des coefficients d'ondelette, une ondelette, c'est quelque chose qu'on dilate. Donc quand on corrèle une fonction avec une autre fonction qu'on va dilater, ça va être la même chose que d'analyser les propriétés de la dilatation de la fonction. Et on va voir que l'amplitude des coefficients d'ondelette va décroître comme l'échelle, donc qui est ici j, fois alpha. Ce sont deux puissances alpha j plus 1,5. Avant de le démontrer, je vais vous montrer le type de résultat. Ça veut dire que si vous regardez un point ici, où alpha vaut 0, vous pouvez le repérer par le fait que si vous regardez les coefficients d'ondelette à travers les échelles, donc depuis les grandes échelles vers les petites échelles, ben ces coefficients, alors là j'ai un peu renormalisé l'amplitude, vont avoir une décroissance très lente. Et ça veut dire que le point est singulier. Alors que si vous vous placez ici, on ne les voit presque pas, les coefficients deviennent très vite très petits parce que le point est régulier. Si vous prenez ici, vous avez une singularité qui est moins brutale que celle-là, et on voit que les coefficients d'ondelette, ils ont tendance à décroître plus vite ici que ici. Donc en regardant simplement l'amplitude des coefficients, on arrive à déduire la régularité locale. Alors, comment ce résultat se démontre? Donc, je vais juste vous le faire et ce sera juste un exemple pour expliquer le lien entre régularité et amplitude des coefficients. Alors, ce que je suis en train là d'expliquer, c'est vraiment un principe très fondamental. C'est que, d'une manière générale en maths, comment on va expliciter la notion de régularité?
on va expliciter la notion de régularité en se mettant dans une base et en reliant la régularité à la décroissance des coefficients. Si vous pensez par exemple à la notion de différenciabilité au sens de Sobolev, eh bien c'est équivalent à la décroissance des coefficients de Fourier quand les fréquences augmentent. Ici, de la même manière, ce qu'on va montrer, c'est que si f est uniformément Lipschitz alpha, il y a une équivalence, mais je vais juste vous montrer l'implication. Alors, il existe une constante C telle que pour tout ondelet, l'amplitude du coefficient d'ondelet, donc là je vais prendre la même notation f, va être plus petite que cette constante fois l'échelle puissance alpha plus 1,5. Autrement dit, plus alpha est grand, plus les coefficients vont devenir petits quand l'échelle de puissance j est petite. Alors, comment ça se démontre? Eh bien, on regarde tout simplement le produit scalaire avec l'ondelet. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale entre la fonction f et l'ondelet. Et l'ondelet, c'est 1 sur racine de puissance j psi de t moins 2 puissance jn divisé par 2 puissance j fois dt. Mais ce que je sais, c'est que localement, la fonction a des incréments qui sont Lipschitz alpha. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Comme l'intégrale de cette fonction vaut 0, je peux soustraire ici une constante, et la constante que je vais soustraire, c'est la valeur de la fonction au point 2 puissance jn. Ça, c'est toujours vrai, cette égalité, parce que cette constante fois l'ondelet intégré vaut 0, parce que l'intégrale de l'ondelet vaut 0. Maintenant, je peux regarder la valeur absolue de ceci. La valeur absolue de ceci, ça va être plus petit que l'intégrale de la valeur absolue de la première composante, de l'intégrale de la valeur absolue. Donc ça va être la valeur absolue de ceci fois la valeur absolue de l'ondelet. Maintenant, comme je sais que la fonction est Lipschitz alpha, je sais que l'incrément de la fonction va être plus petite qu'une certaine constante c fois la distance entre le point t et le point de puissance jn à la puissance alpha. Ça, c'est le fait que ma fonction soit Lipschitz alpha. Donc, ceci, je peux dire que c'est plus petit que ma constante c. J'ai mon intégrale. L'incrément, je le borne par t moins 2 puissance jn à la puissance alpha. Et puis, j'ai derrière mon ondelet psi de t moins 2 puissance jn sur 2 puissance j dt. Et maintenant, on a envie de faire un changement de variable. T' égale t moins 2 puissance jn sur 2 puissance j. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais mettre un 2 puissance j ici pour avoir mon t', et donc je vais avoir un 2 puissance j alpha qui va sortir. Donc là, je vais avoir ma constante c, 2 puissance j alpha. J'ai besoin d'un dt'. dt', ça va être dt sur 2 puissance j. Alors là, j'ai un 1 sur racine de 2 puissance j. Si je veux un 1 sur 2 puissance j, il faut que je rajoute un 2 puissance j sur 2 ici. Et maintenant, si je fais le changement de variable là-dessus, ça va être l'intégrale. Donc, j'ai alpha j, et puis le 1,5, ça va me faire plus 1,5 ici. Et je vais avoir l'intégrale de t' à la puissance alpha, psi de t', dt'. Et ça, c'est une constante, parce que mon ondelet a une décroissance rapide, donc ça va bien s'intégrer. Et donc, vous retrouvez bien là, ce que vous avez ici. Donc, c'est juste une conséquence du fait que l'incrément, quand on s'éloigne du point, va se dilater comme l'échelle à la puissance alpha. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que ça nous permet de relier la régularité, mais non pas locale, parce que l'ondelet est local, à l'amplitude des coefficients d'ondelet. Donc, ça, c'est une approximation.
qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait ceci, mais à nouveau, excusez-moi, x et f, et on a gardé m coefficients. On a gardé les plus grands coefficients. Donc, on a fait un seuillage. Ici, c'est sigma. Là, le seuil, il est appelé t. Donc, voilà, c'est la même formule, ce que vous avez en haut que celle-là, sauf que f, c'est x, et sigma, c'est le seuil. Donc, on a gardé les plus grands coefficients d'ondelette. Donc, ils sont là. On garde 10% des coefficients. Tous les autres, on les élimine. Et on reconstruit. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous arrivez à reconstruire un signal qui est quasiment parfait. Ça, c'est essentiellement comme faire une grille adaptative. C'est-à-dire qu'on a éliminé tous les détails, mais ça ne se voit pas parce qu'il n'y en a pas, et on a gardé des hautes fréquences, des ondelettes très fines, au voisinage des singularités. Donc on a réussi à reconstruire les singularités, et on a éliminé à nouveau dans les zones régulières. Mais ça, au lieu d'essayer de réfléchir en détail, est-ce que la fonction est régulière, pas régulière, comment je garde mes points, on s'est contenté de faire un seuil, et hop, automatiquement, l'approximation s'adapte à la régularité de la fonction. Alors à quoi ça sert? Maintenant, on peut faire ça pour faire du débruitage. Vous prenez maintenant votre signal, il est là. Voilà ces coefficients d'ondelette aux différentes échelles. Et vous voyez qu'à nouveau, il y a des grands coefficients d'ondelette simplement là où il y a des singularités. Maintenant, voilà le signal bruité. Le bruit, il va créer des coefficients, à nouveau, c'est les produits scalaires, et ces produits scalaires, ils vont avoir une composante du bruit, comme c'est du bruit blanc. La composante, ça va être une variable aléatoire gaussienne de variance sigma. Et là, vous les voyez, là, les coefficients. Vous voyez tous ces petits coefficients qui sont ici. Tout ça, c'est le bruit. Et on voit à peine les composantes du signal qui dominent, qui sont là. Par contre, au milieu, quand le signal ici vaut 0, eh ben, vous ne voyez essentiellement ici que du bruit. Ensuite, on met le seuil. Et l'amplitude du seuil, on a vu, pour arriver à un résultat qui correspond au théorème, excusez-moi, je ne l'ai pas réécrit ici, le seuil, c'est sigma racine de 2 log d. Ici, dans l'expérience, c'est à peu près 3 sigma, ce qu'on prend, c'est-à-dire qu'on élimine avec très haute probabilité quasiment tous les coefficients où il n'y a que du bruit. Et voilà les coefficients au-dessus du seuil. Et maintenant, à partir de ces coefficients, vous reconstruisez un signal, et le voilà. D'accord? Et là, vous voyez que, contrairement au cas linéaire, j'ai bien complètement éliminé le bruit ici, et j'ai gardé des discontinuités qui sont très sharp, sauf qu'il y a un petit peu d'erreur là où j'ai gardé les discontinuités, parce que ce sont les composantes du bruit sur les coefficients que j'ai gardés. D'accord? Donc voilà le principe. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on est optimal? Parce que, pour revenir sur le problème de départ, c'est d'essayer d'obtenir des estimateurs optimaux et de comprendre ce que font les réseaux de neurones. Alors, ça va être optimal à condition que, effectivement, la base, ici, va nous définir une erreur qui va être minimum, et ça, c'est équivalent à dire que, excusez-moi, c'est ici, que l'approximation avec m coefficients dans la base est la meilleure qu'on puisse construire. C'est-à-dire, si je vous donne m variables, je fais simplement une sélection des m vecteurs dans la base, j'obtiens un résultat optimal. Alors, évidemment, ça va dépendre des propriétés de f. Donc, il y a des situations, et donc là, c'est le problème de régularité, des hypothèses de régularité. Donc, là, on voit l'évolution des théorèmes sur les 30 dernières années. C'est essentiellement une évolution qui va consister à affaiblir les hypothèses de régularité. Donc, si on suppose que...
Alors je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Les notations f ou x. Pour me placer comme ici, je vais prendre donc considérer la fonction x de t, donc x et f c'est la même chose. Si x est uniformément Lipschitz alpha, alors ce qu'on montre, c'est que x moins xm au carré va avoir une erreur qui va décroître comme m à la puissance moins 2 alpha, et l'erreur de seuillage, elle va être plus petite qu'une constante log de la variance de l'erreur fois sigma avec une puissance qui est 2 alpha sur alpha plus 1,5. Et exposant est optimal. Quand je parle de l'exposant, c'est ceci et c'est ceci. Autrement dit, il n'existe pas de technique d'approximation non linéaire qui peut faire mieux avec m variables qu'approximer une fonction qui est ici uniformément régulière, donc je n'ai pas de discontinuité, avec une vitesse ou une erreur qui décroît plus vite que ceci. Autrement dit, ce que ce théorème dit, c'est que les ondelettes, à une constante près, vont vous donner un résultat optimal. Et la conséquence de ça, c'est que si vous faites un seuillage dans la base d'ondelettes, vous allez obtenir une erreur qui va décroître avec la variance du bruit de façon optimale. Donc il y a toujours une constante qui éventuellement qu'on ne contrôle pas, et donc il y a une optimalité, ce qu'on appelle une optimalité asymptotique. Donc ça, c'est un résultat qui n'est pas très puissant, au sens où ça ne s'obtient pas simplement dans une base d'ondelettes, on aurait la même chose avec une base de Fourier. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que c'est la deuxième composante. Si maintenant on affaiblit ça, et on prend un signal comme celui du haut, x de t a un nombre fini de discontinuités et est uniformément Lipschitz alpha en dehors. Alors, ces deux résultats autrement dit, c'est comme si les discontinuités n'existaient pas du point de vue des croissances asymptotiques. Les constantes ici vont changer, mais si vous avez des discontinuités, un nombre fini de discontinuités, ça ne va pas beaucoup affecter le résultat. Alors d'où ça vient et j'ai juste donné des indications de la preuve, je n'aurai pas le temps de faire toute la preuve pour avoir le temps de tout présenter. Pour comprendre d'où ça vient, il faut regarder le signal qui a un nombre comme ça, fini de discontinuité. Et puis maintenant, on peut regarder les coefficients d'ondelettes. Alors, je vais plutôt mettre l'axe, excusez-moi, d'échelle comme ceci. Les coefficients d'ondelettes, aux fines échelles, ils sont échantillonnés comme ça, avec des intervalles qui sont tout petits. Et puis, aux échelles un peu plus grandes, l'intervalle d'échantillonnage il va 2 fois plus grand, parce qu'à chaque fois, les ondelettes, elles sont translatées sur un domaine, sur un intervalle qui est proportionnel à leur taille. Les ondelettes, d'après, vont être comme ceci, etc. Les ondelettes qui sont ici, elles ont un petit support. Elles ont un support qui est de l'ordre de l'échelle. Quelles sont les ondelettes qui vont voir ou qui vont sentir ces discontinuités? Eh bien, c'est des ondelettes qui vont se retrouver dans un cône comme ça, qui ont un support, ici le support devient plus grand, qui va intersecter la singularité.
toutes les ondelettes ici, elles sont bien localisées, elles ne voient pas qu'il y a une singularité. Donc, pour faire la différence entre ce cas et ce cas, il faut regarder simplement les ondelettes qui sont affectées par l'introduction des singularités. Alors, si on commence par regarder le premier cas, si on regarde le premier cas, on a un signal qui est uniformément régulier, donc ces singularités n'existent pas. Dans ce cas-là, on sait que pour toute échelle J, les coefficients d'ondelettes ont une décroissance qui est plus petite que 2 puissance J alpha plus 1,5. Si je fais une approximation en éliminant tous les coefficients, donc ça c'est mes échelles de puissance J, au-dessous d'une échelle de puissance L, donc ce que je fais c'est que je tue tous les petits coefficients d'ondelettes et je ne garde que les coefficients au-dessus d'une certaine échelle. Si je sais que dans le premier cas, je suis Lipschitz alpha et donc j'ai cette propriété, à ce moment-là, ce que je sais, c'est que l'erreur que j'aurai introduite, ça va être la somme de tous les coefficients d'ondelettes au carré que j'ai éliminés, et donc aux échelles plus petites que L, et pour tout L. Combien de coefficients d'ondelettes j'ai si mon support de mon image ou de mon signal, c'est 1? Comme les coefficients sont translatés de 2 puissance J, sur un support de taille, disons, de l'ordre de 1, je vais avoir 2 puissance moins J coefficients. Leur amplitude, c'est ceci. Donc, je vais avoir plus petit que somme sur J plus petit que L de 2 puissance moins J fois ceci au carré, c'est-à-dire 2 puissance J fois 2 alpha plus 1. Donc ça se disparaît. Vous avez une somme géométrique. Ça va être de l'ordre du plus grand terme, et le plus grand terme, il est obtenu en L, donc 2 puissance alpha L. Combien de coefficients d'ondelettes j'ai gardé? Eh bien, j'ai gardé tous les coefficients d'ondelettes qui sont au-dessus. Comme là, j'ai un intervalle qui est de l'ordre de 2 puissance J, le nombre de coefficients M que j'ai gardé, ça va être 2 puissance moins L, à un facteur 2 près. Donc ceci, ça peut s'écrire comme M à la puissance moins 2 alpha. Et donc là, vous avez calculé l'erreur, c'est-à-dire, excusez-moi, ça c'est un x, vous avez calculé x moins xm au carré. Donc ça vous démontre le premier résultat, si f est uniformément Lipschitz alpha. Et pour avoir le deuxième résultat, il suffit d'observer que le nombre de coefficients ici est négligeable par rapport au nombre total de coefficients créés par les zones régulières, et on observe que l'erreur ne va pas changer, et l'erreur de seuillage va être du même ordre. Alors comment on calcule l'erreur de seuillage? Eh bien, quel est le seuil qu'il faut sélectionner pour éliminer tous les coefficients au-dessus de L? Donc si j'ai un seuil qui est sigma, comme je sais que les coefficients ils décroissent comme 2 puissance J alpha plus 1,5, je vais avoir ceci qui va être de l'ordre de 2 puissance L alpha plus 1,5, et ça, comme 2 puissance moins L, c'est M, ça va être de l'ordre de M à la puissance moins alpha plus 1,5. Donc si maintenant vous remplacez M par sigma à la puissance 1 sur alpha plus 1,5, vous allez obtenir cet exposant qui est ici. Donc ça, c'est brièvement les techniques de démonstration. Donc là, je vais très vite, c'est juste pour montrer que tout ça n'est pas magique, mais le point très central qui est ici, c'est de montrer pourquoi ça marche quand j'ai des discontinuités, c'est que les discontinuités sont représentées avec peu de grands coefficients d'ondelettes. Donc je reste très parcimonieux. OK, maintenant on va avancer. Qu'est-ce qui se passe pour des images? Voilà une image. Alors,
la première chose que je vais montrer, c'est le lien entre les ondelettes et les réseaux de neurones, c'est-à-dire ces cascades de convolution sous échantillonnage. Alors, prenez une image. Ici, on va réduire sa résolution en faisant un filtrage, un moyennage local, un sous-échantillonnage. Vous obtenez cette image. Ça, c'est une convolution avec un filtre passe-bas. D'accord ? Et on peut continuer comme ça, et on va obtenir des images de plus en plus petites. Quel est le lien entre approximer une image à des résolutions de plus en plus petites et les ondelettes, et en particulier ces filtres? On peut regarder, se poser la question, c'est quoi l'information qu'on perd quand on fait un filtrage passe-bas? Donc filtrage passe-bas, ici je me représente dans un axe de Fourier, ça c'est les fréquences. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné les basses fréquences de mon signal et je les sous-échantillonné. Qu'est-ce que j'ai perdu comme information? L'information qu'on a perdue, c'est les hautes fréquences. Les hautes fréquences, elles sont ici. Et comme j'ai un signal discret, il est périodique en Fourier avec une période de π. Donc si je veux capturer l'information qui a été perdue, je vais faire un filtre haute fréquence qui est ici sous-échantillonné. Donc là, j'ai pris mon signal qui avait n échantillons, je l'ai divisé en deux. D'un côté les basses fréquences et de l'autre côté les détails, les hautes fréquences. La question que les gens se sont posées en traitement du signal dans les années 80, c'est à quelles conditions est-ce qu'on peut reconstruire le signal d'origine à partir de la composante basse fréquence et haute fréquence. Donc la technique pour faire ça, ça va beaucoup ressembler à la branche de droite du UNet, c'est d'insérer des zéros et de refaire un filtrage et d'additionner le tout, la composante basse fréquence et haute fréquence, et d'essayer de reconstruire un signal qui a la même taille que le signal d'origine. La question, c'est à quelles conditions est-ce que le signal de sortie est égal au signal d'entrée? Et là, on fait un calcul et on montre que ça va être vrai si le filtre ici satisfait cette propriété et le filtre ici va se calculer à partir du filtre central. Peu importe la formule exacte, ça se démontre, c'est pas très compliqué à démontrer. Le point, c'est que en traitement du signal, les gens ont trouvé des façons de prendre des signaux, de les décomposer en deux parties, basse fréquence, haute fréquence, et de reconstruire avec le même nombre d'échantillons. À quoi c'était utilisé? Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle du multiplexage. Vous avez plusieurs émissions de radio, vous voulez mettre toutes vos émissions de radio sur un même signal, l'envoyer et le redécomposer, et on utilisait ce genre de choses. Alors, quel est le lien avec la transformée en ondelette? Si vous prenez un signal, ça va être un signal F, on va extraire la basse fréquence. Les hautes fréquences, ça va en fait correspondre au coefficient d'ondelette. La basse fréquence, je vais réextraire la composante basse fréquence, les détails, ça va me donner les coefficients d'ondelette aux échelles d'après. Un algorithme comme ça va être un algorithme de cascade où on va prendre, et on le va voir dans le cas d'une image, on va faire une succession de filtrages sous échantillonnage, et à chaque fois, on va extraire les détails, et les détails, ça va nous donner les coefficients d'ondelette, c'est-à-dire les croix ici, les coefficients orthogonaux, aux différentes échelles. Donc ça, c'est un algorithme rapide. Ça, c'était un travail que j'avais fait à l'époque, donc il y a fort longtemps pendant ma thèse, et on peut reconstruire, à partir de ça, les coefficients d'ondelette. Donc, pour la petite histoire, à partir de ce genre de choses, ça permet de comprendre comment construire ces bases, et ça donne un point de vue qui commence à être beaucoup plus proche du point de vue du réseau de neurones. Au lieu d'essayer de penser quelles sont les fonctions qui vont définir une base orthogonale, on essaye plutôt de définir des filtres et des cascades de filtres et de trouver les conditions sur les filtres pour que la cascade, à la sortie, donne un vecteur qui va définir globalement une base orthogonale. Et donc, l'idée, c'est qu'avec des conditions sur les filtres,
Si on fait la cascade, on va obtenir des ondelettes qui vont ici donner des bases orthogonales, et on peut synthétiser des ondelettes qui sont beaucoup plus riches que les premières bases qui avaient été introduites par Yves Meyer, et ça, c'est ce qu'on appelle les ondelettes de Dobeschi. Alors, je vais maintenant vous montrer ce que ça donne sur des images. Vous avez ici une image toute simple, avec simplement un contour qui définit un carré blanc dans un fond noir, et vous avez sa transformée de Fourier. L'idée, c'est qu'une image, donc ici, on n'a plus un signal monodimensionnel, mais bidimensionnel. En fait, on va faire un filtrage le long des lignes et des colonnes de l'image avec le même genre d'algorithme. C'est-à-dire qu'on filtre les lignes avec un filtre sous échantillonnage, et puis ensuite les colonnes de l'image avec un filtre sous échantillonnage, passe bas, passe haut, et on va donc obtenir 4 sorties. Votre image d'origine, elle a été décomposée en une image de basse résolution et les coefficients ici, qui correspondent aux coefficients d'ondelettes, qui extraient grosso modo les contours verticaux, les contours horizontaux et les coins. Si je regarde dans le domaine de Fourier, j'ai pris mon image, j'ai décomposé en une composante basse fréquence ici, et puis les hautes fréquences que j'ai décomposées en 3 zones, qui correspondent aux 3 canaux ici. On peut itérer ça de plus en plus, et obtenir la décomposition aux différentes échelles. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait en une dimension. Un point gris ici, ça vaut 0. C'est un coefficient d'ondelette qui vaut 0. Blanc, il est positif et grand. Noir, négatif. Donc, qu'est-ce qu'on voit immédiatement? C'est que vous avez quelque chose d'extraordinairement parcimonieux. La plupart des coefficients sont nuls. Donc ça marche bien. Évidemment, l'image, elle est un peu simple. Vous pouvez prendre une image qui est plus compliquée, calculer les coefficients d'ondelette, on les voit ici. Et là, on voit la même chose. L'essentiel des coefficients sont quasi nuls, sauf le long des contours. Parce que le long des contours, les ondelettes vont réagir, elles calculent un contraste local, et si l'orientation du contour est alignée avec la direction d'oscillation de l'ondelette, là vous avez 3 directions, parce qu'elles extraient les contours verticaux, horizontaux, puis les coins, eh bien vous allez voir apparaître les contours et les grands coefficients d'ondelette. Donc à partir de ça, on peut appliquer le même algorithme. Donc là, à nouveau, les vecteurs de base, c'est les ondelettes, sauf que c'est des ondelettes bidimensionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire si on fait ça pour un problème de débruitage? Alors, attendez, je regarde juste. Oui. Alors, peut-être avant de le faire, le lien avec le réseau de neurones, c'est le lien de l'algorithme. L'algorithme, il a consisté à prendre l'image F, le décomposer avec toute une série de filtres pour avoir des images sous-échantillonnées, qu'on a redécomposées avec une série de filtres pour avoir des images sous-échantillonnées, etc. Quand on définit des ondelettes, essentiellement, ça consiste à définir les filtres. D'accord? C'est-à-dire les filtres qui sont ici. Ici, je suis dans un algorithme qui est simple parce que je n'ai pas de non-linéarité. J'ai juste fait une cascade d'opérateurs linéaires. Quand vous avez un réseau de neurones, les filtres, vous ne les spécifiez pas, vous les apprenez. Par contre, ce que vous spécifiez, c'est l'architecture. Et l'architecture, elle est fondamentale ici. Parce que qu'est-ce que l'architecture dit? L'architecture, elle dit que le passage de là à là, ça va se faire avec une convolution, c'est-à-dire des petits filtres, qui sont translatés. Donc vous avez considérablement simplifié le problème en spécifiant l'architecture, en disant j'ai un réseau convolutionnel et non pas un MLP qui va aller chercher les coefficients n'importe où sans aucune régularité. Et une fois qu'on spécifie l'architecture, on réduit le nombre de paramètres à apprendre, et donc on peut apprendre les ondelettes plutôt que de les spécifier. Donc ça, c'est un point qui est très important, c'est que l'information a priori, elle est dans l'architecture. Les convolutions, on les voit apparaître parce qu'il y a des formes de stationnarité sous-jacentes. Le fait d'avoir des petits filtres, on le fait parce qu'on a des singularités, des événements qui sont locaux, et on ne veut pas être affecté partout par cette singularité, donc on prend des filtres qui sont locaux. Et ensuite, la stratégie qui consiste à cascader sous échantillonner, c'est une stratégie qui permet de regarder l'image à différentes échelles. Alors,
Donc ça, c'est un axe d'échelle. Qu'est-ce que ça donne sur des images bruitées? Sur une image bruitée, là, vous avez l'image originale, là, vous avez l'image bruitée. Vous mettez dans l'espace des ondelettes, vous allez calculer les coefficients d'ondelettes de l'image bruitée, vous allez avoir plein de petits coefficients créés par le bruit, vous faites un seuillage, voilà les coefficients qui restent après le seuillage, et vous voyez que les coefficients y restent près des contours, là où les coefficients avaient une grande amplitude, et en même temps, ils sont un peu irréguliers à cause de la composante du bruit, et vous reconstruisez, et voilà ce qu'on obtient. On obtient une image où on a complètement éliminé le bruit dans les zones régulières et on a essentiellement bien préservé les discontinuités. Donc maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est optimal? Est-ce que je peux prendre un algorithme comme ça et le mettre à la place du score, c'est-à-dire calculer le score à partir de cet algorithme de débruitage et obtenir une synthèse d'images de poivrons, par exemple? D'accord? Eh bien, la réponse est non. Et la réponse est non parce qu'on n'a pas un estimateur optimal. Autrement dit, ce n'est pas équivalent au calcul du score. Et c'est là que les choses commencent à devenir compliquées et qu'on commence à voir la puissance des réseaux de neurones qui est beaucoup plus puissante que ces algorithmes qui donnent juste une base, une version simplifiée. Pour le comprendre, il faut voir la source d'inefficacité de ces algorithmes. Si vous prenez une image simple, ça c'est une image, voilà, où vous avez votre triangle avec une variation régulière de l'intensité à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, vous calculez les coefficients d'ondelettes. Ils sont montrés ici. Où est-ce que vous allez avoir des grands coefficients? Près des contours. D'accord? Ils sont là. Alors, je prends une petite zone là et je l'agrandis. Voilà les coefficients d'ondelettes. D'accord? Est-ce que, avec une approximation comme ça, si je garde les m premiers coefficients, est-ce que je vais avoir un résultat optimal? Donc, si je me mets en deux dimensions, donc là, j'ai une fonction qui est non pas de t, mais de t1 et de t2. Si je suppose que la fonction est Lipschitz alpha, c'est-à-dire que je n'ai pas de discontinuité, donc ce serait une image qui aurait des variations super régulières et pas de discontinuité comme ici, alors je peux démontrer en deux dimensions essentiellement le même théorème. C'est-à-dire que l'erreur, si je garde m coefficients, va décroître comme m à la puissance moins 2 alpha. Le seuillage va décroître la même chose, sauf que le plus 1,5 devient plus 1. Et tout ça, c'est optimal. Parfait. Maintenant, si je rajoute non pas un nombre fini de discontinuités, parce que maintenant les discontinuités elles vont être le nombre de courbes, mais à des discontinuités, je vais imposer sur des courbes, c'est-à-dire que je vais regarder les contours, ici le contour de mon image, c'est des choses comme ça, je vais imposer que ces contours soient réguliers. Sur des courbes, c'est alpha. Donc du coup, je sais que la longueur des discontinuités va être finie et uniformément Lipschitz alpha. Alors 1 et 2 sont faux. Et en fait, autrement dit, je ne garde pas l'optimalité. Et en fait, l'exposant que je vais obtenir, il ne dépend plus de alpha. Montrer, c'est 1. Donc, qu'est-ce que ce résultat dit? Si maintenant je rajoute une forme géométrique, ce n'est pas vrai que le nombre de coefficients d'ondelettes que je vais introduire devient négligeable. Pourquoi il ne devient pas négligeable? On le voit ici, parce qu'au lieu d'avoir quelques petits coefficients isolés, les coefficients d'ondelettes vont être grands le long de la discontinuité, et ça va me faire beaucoup de coefficients d'ondelettes. Ils sont tous là. Et maintenant, si je regarde, si je fais un seuillage et je regarde ce qui domine,
ce qui domine, c'est le nombre de coefficients le long des contours. Donc du coup, en introduisant une singularité, je fais exploser complètement les résultats d'optimalité. Et pourtant, les singularités, vous voyez, elles sont le long de courbes très régulières. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut atteindre un résultat comme ceci optimal? Et la réponse est oui. La réponse est oui, mais pour réussir à le faire, il faut utiliser la régularité de la géométrie. Et c'est là que le problème devient beaucoup plus compliqué, et c'est là que les réseaux de neurones obtiennent des résultats qui sont spectaculaires. Il ne suffit pas de dire simplement un point est régulier parce que uniformément dans un contour bidimensionnel tout est régulier. Il faut aussi observer que ici, quand bien même je suis discontinu, j'ai de la régularité, mais la régularité elle est directionnelle. Alors, quel genre d'outil mathématique nous permet de passer à cette phase suivante? Ça, c'est des choses qui ont été étudiées par toute une série de groupes entre les années, disons, 2000 et 2010. Et l'enjeu, en fait, ça consiste à essayer non plus de trouver une base orthogonale qui va être bonne pour tout le monde, mais d'adapter la base en fonction du signal. Alors pourquoi? Si vous prenez votre image ici, je regarde les coefficients d'ondelettes, ils sont montrés là. Ces coefficients, ils ont une variation régulière si je bouge dans la direction du contour. Donc cette régularité, je veux l'utiliser pour définir quelque chose qui est encore plus parcimonieux que ce que j'avais avant. Et l'idée centrale, c'est de dire « Ah, mais si j'ai quelque chose qui est régulier quand je bouge dans cette direction, eh bien, je veux redéfinir une transformation dans cette direction. Et comment on fait pour utiliser de la régularité? Eh bien, on va refaire une transformée en ondelette, d'autant plus que je peux avoir des singularités au coin. Donc, je vais refaire une transformée en ondelette, mais maintenant dans la direction du contour. Alors, pour réussir à faire ce genre de choses, ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut prendre l'image, il faut isoler toutes les composantes des contours, donc faire en quelque sorte une segmentation adaptative et qui va se raffiner au voisinage des coins. Et puis, dans chaque carré, définir la direction du contour, définir une transformée en ondelette le long de la géométrie. Et donc, vous voyez que vous allez définir des vecteurs de base, on appelle ça des bandelettes, qui vont non seulement osciller comme les ondelettes, mais aussi vont être allongés le long du contour. L'idée clé, c'est que pourquoi est-ce que les ondelettes ne sont pas optimales? Elles ne sont pas optimales parce que quand vous aviez vos contours comme ceci, à une échelle de puissance j, vous avez des ondelettes qui sont des petits supports de taille de puissance j. Et donc, pour couvrir tout le contour, le nombre de coefficients d'ondelettes qu'il va vous falloir, il va être de l'ordre de 2 puissance moins j. Donc, il vous faut plein de coefficients d'ondelettes. Et donc, vous n'avez pas quelque chose de très parcimonieux. Si maintenant, vous refaites la même chose, voilà votre contour, mais au lieu de prendre des ondelettes qui ont des petits supports comme ça, vous prenez des fonctions qui s'allongent dans la direction du contour, eh bien, vous allez avoir besoin de beaucoup moins de vecteurs de base. Et donc, mais le problème, c'est qu'il faut connaître la géométrie, donc estimer la géométrie, donc la base, elle va dépendre du signal x lui-même. Ça, c'est ce qu'on fait quand on introduit ces bandelettes. Et il y avait toutes sortes de techniques qui ont été introduites à l'époque. Le point, c'est que la base, maintenant, va dépendre du signal. Alors, avec ce genre de choses, on peut écrire des théorèmes. Donc, par exemple, si on suppose que l'image, elle est uniformément Lipschitz alpha, et j'ai un contour qui est montré ici, qui est lui-même régulier, lui-même qui est une courbe C alpha,
on sait que l'estimateur optimal, il a une certaine décroissance. Ce qu'on peut démontrer, ça c'était le travail Gabriel Perret et Erwan Le Pennec pendant leur thèse, c'est que ce genre d'algorithme de seuillage dans une base qui est maintenant adaptée au signal bruité va vous donner l'estimateur optimal à un terme log près. C'est quoi la limite de ce genre d'algorithme? C'est que c'est très compliqué, parce qu'il faut faire toute cette segmentation dans tous les sens, et puis calculer la géométrie et autres. On y arrive, mais c'est compliqué. Et en plus, ça marche que sur des images assez simples, genre ces images-là. Ce que maintenant je vais vous montrer, pour finir, c'est que les réseaux de neurones font ça, mais en beaucoup mieux, en sélectionnant la base de façon beaucoup plus fine. Alors, pour comprendre ça, et on va terminer là-dessus, on revient sur l'algorithme de débruitage du réseau de neurones, qui essentiellement consiste à prendre le signal bruité et rajouter, alors là, sigma, je l'ai normalisé à 1, le score, d'accord, qui a été estimé par le réseau de neurones. Il se trouve que les réseaux de neurones que je vais prendre, je vais mettre aucun biais. Donc c'est simplement une cascade de convolution relue, cascade de convolution relue. Donc l'opérateur que ça implémente va être linéaire par morceau, parce qu'un relu, c'est linéaire. Du coup, si je regarde ici le gradient de la probabilité, qui est estimé comme la sortie du réseau de neurones, ça va être une fonction qui est localement linéaire. Donc le score, je peux l'écrire comme le hessien appliqué à x de t. Le score, ici, il dépend de x de t. J'ai une fonction qui est localement linéaire. Donc cette fonction localement linéaire, je peux l'écrire comme son jacobien fois x de t. Le jacobien du gradient, ça va vous donner le hessien ici. Donc je peux réécrire cette équation comme étant le hessien pris en x de t appliqué à x de t. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? Donc ça, c'est juste une manipulation qui vient du fait que mon réseau est localement linéaire. C'est que, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai un opérateur symétrique, l'identité, et là, j'ai un hessien qui va dépendre de la valeur en x de t, qui est aussi un opérateur symétrique. Donc, j'ai un opérateur symétrique, je peux le diagonaliser. Un opérateur symétrique se diagonalise dans une base orthogonale, et donc, ceci, ça peut se réécrire comme x chapeau décomposé dans la base qui diagonalise le hessien, et là, je vais avoir les valeurs propres lambda k, et les valeurs propres lambda k, c'est les valeurs propres de cette quantité ici. Ce que j'obtiens ici, c'est quelque chose qui est la même chose que ce que j'ai écrit ici, mais ça, c'est les lambda k. D'accord? Je prends les coefficients pour débruiter, je prends les coefficients dans la base, sauf que là, je les ai appelés les psi k. Et la base, je l'ai calculée de façon adaptative fois le lambda k. D'accord? Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc, ce que je dis, c'est que maintenant, je peux me placer dans la base orthogonale qui diagonalise le hessien. Donc, c'est une manière de calculer une base orthogonale. C'est donc, cette base, elle dépend du signal bruité. D'accord? Chaque fois que je change le signal, je vais avoir une nouvelle base orthogonale. C'est un peu comme le genre de technique qu'on avait fait avec ces bandelettes, sauf que là, c'est le réseau de neurones qui nous adapte automatiquement la base. Voilà les coefficients de décroissance dans la base. Qu'est-ce que le réseau de neurones fait? Il fait un seuillage dans la base. Et ce que vous savez, c'est que s'il fait bien son job, il va faire le seuillage optimal, ou quasiment le seuillage optimal. Or, le seuillage optimal, on le connaît, on l'avait démontré dans le cas de l'oracle, c'est une valeur lambda k qui va être toujours plus petite entre 0 et 1 et qui va essentiellement sélectionner les coefficients du signal qui sont plus grands que les coefficients du bruit. Le bruit, c'est du bruit blanc, donc vous le décomposez dans une base orthogonale, ça va vous donner des coefficients comme ceci qui sont de l'ordre de sigma. Donc, lambda k, on l'a vu, il va être de l'ordre de 1 quand le signal est plus grand que le bruit, et de l'ordre de 0
quand le bruit est plus grand que le signal. C'est-à-dire que j'atténue toutes les composantes qui sont dominées par le bruit. D'accord? Maintenant, ce que je veux, et c'est ce que le réseau de neurones va essayer de faire, c'est de minimiser l'erreur. Comment je vais minimiser l'erreur? Eh bien, je vais minimiser l'erreur en minimisant le nombre m de coefficients pour lequel le signal va être plus grand que le bruit et garantir une décroissance rapide. Autrement dit, je veux une représentation qui est parcimonieuse, c'est-à-dire je veux une représentation dans laquelle les coefficients du signal décroissent très très vite, de manière à ce que je ne sélectionne qu'un petit nombre qui absorbe toute l'énergie. Et donc ce qu'on voit, c'est que la minimisation de l'erreur, en fait, on retombe sur un problème de construire une représentation parcimonieuse et d'optimiser la base. Simplement, et donc calculer le score, ça peut être vu comme un calcul de base orthogonale optimale qui correspond à la base orthogonale qui diagonalise le hessien. Alors on peut regarder ce qui se passe quand on fait effectivement du débruitage de signaux en faisant avec un réseau de neurones. Donc là, c'est le résultat qu'on obtient avec un UNet. Voilà l'image d'origine, l'image bruitée, le calcul du score, donc au temps t qui correspond à cette quantité de bruit. Et voilà l'image débruitée, ça marche remarquablement bien. On a bien préservé le contour. Et maintenant, on peut regarder dans quelle base est-ce que ceci a été décomposé. Là, ce qu'on a donné à l'entraînement, c'est que des cercles dont la position était quelconque et dont le diamètre pouvait changer. Donc le nombre de paramètres que vous avez ici, c'est 5. Les deux pour la position du cercle. Pourquoi 5 ? Ah oui, parce que j'ai aussi le niveau de gris à l'intérieur du cercle et à l'extérieur du cercle qui peut varier, sachant que le niveau de gris est constant. Donc d'une certaine manière, x, c'est un point sur une variété de dimension 5. On peut maintenant regarder la base orthogonale et le nombre de valeurs propres qui sont non nulles ou non négligeables. Voilà les vecteurs propres qui sont montrés ici du hessien qui a été calculé par le réseau de neurones. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que le premier vecteur propre, essentiellement, il va calculer la moyenne des niveaux de gris à l'intérieur du cercle. Deuxième vecteur propre à l'extérieur. Troisième vecteur propre, ici, c'est comme une dérivée dans une direction, et là, dans l'autre direction, et là, la moyenne juste le long du contour. Ça, on peut montrer, ça correspond à l'algèbre de Lie qui correspond aux composantes de translation, dilatation, qui correspond à l'action d'un groupe sur le cercle. Autrement dit, le réseau de neurones a effectivement calculé la base orthogonale idéale à des petites erreurs près, qui sont dues au fait qu'il y avait du bruit. Et donc, si je reviens sur la première question que j'avais posée il y a quelque temps, j'ai posé la question, est-ce que, effectivement, quand on calcule le score, on a le résultat idéal qu'on attend? Il y avait deux conditions pour ça. Il fallait que ça généralise, c'est-à-dire que ça ne dépende pas, donc le terme de variance devient négligeable, ça ne dépend pas des données, ça on a vu que c'est le cas, mais il fallait aussi démontrer qu'il n'y avait pas de biais, autrement dit qu'on estime bien le bon score. Là, dans un cas aussi simple, on peut démontrer qu'effectivement le réseau de neurones a bien trouvé le bon score parce qu'il a trouvé la bonne base orthogonale qui a effectivement que 5 vecteurs avec lesquels les valeurs propres sont non nulles, mais évidemment c'est un cas très simple. On peut maintenant se placer dans ce deuxième cas qui est maintenant beaucoup plus compliqué, mais qui reste relativement simple. La classe de fonctions qu'on va regarder, c'est les fonctions qui sont, donc là j'ai un espace de dimension infinie, non plus donc la variété de dimension infinie, qui sont Lipschitz alpha dans une zone et avec des contours qui eux-mêmes sont Lipschitz alpha. Donc on a démontré qu'il y avait une erreur qui avait une décroissance comme le bruit à la puissance 2 alpha sur alpha plus 1,
Question, est-ce qu'un réseau de neurones va obtenir ce type de résultat asymptotique optimal? Donc ça, c'est le travail qui a été fait par Zara Zadokai, Florentin Guth, avec Eero Simoncelli. Et pour regarder ça, on fait la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder la base orthogonale qui a été calculée en regardant les vecteurs. Ça, c'est les vecteurs propres de la base orthogonale. Alors, c'est intéressant parce que quand vous regardez ces vecteurs propres, qu'est-ce que vous voyez? Des fonctions qui oscillent sur cette partie et cette partie-là, des fonctions harmoniques. C'est comme du Fourier, sauf que vous voyez, cette fonction, elle ne va pas traverser le contour. Elle reste sur la partie gauche et sur la partie droite, elle exploite la régularité à gauche et à droite. Et ensuite, si on regarde le long du contour, on voit apparaître des fonctions oscillantes délocalisées qui essentiellement ressemblent aux bandelettes que je vous avais montrées, c'est-à-dire des choses qui vont complètement s'adapter au contour. Autrement dit, votre réseau de neurones, il a trouvé effectivement une base qui est parfaitement adaptée à la géométrie, et maintenant vous pouvez le tester en regardant l'erreur, et ce qu'il vous faut montrer, c'est que l'erreur, elle va se comporter comme ça. Donc si vous prenez le log de l'erreur, en fonction du log du bruit, il doit y avoir une pente qui est 2 alpha sur alpha plus 1. Pour ça, on regarde les pentes de débruitage en fonction du log de l'erreur. En pointillé, vous avez les pentes optimales, et les points, c'est ce qui est calculé numériquement avec le réseau de neurones. Donc, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, le réseau de neurones, il ne vous montre pas juste une belle image dans ce cas-là, il vous calcule bien le débruiteur optimal, et donc il a bien capturé toute la structure du problème, il a été capable d'estimer la géométrie, et ce qui, comme on l'a montré ici, est équivalent à trouver la base orthogonale qui va définir une représentation la plus parcimonieuse possible de l'image. Ensuite, on peut faire ça avec des images qui sont beaucoup plus complexes, comme par exemple des visages. Même chose, vous avez un débruitage qui est montré là, mais vous avez le score, vous pouvez calculer le hessien, vous diagonalisez le hessien, et vous avez les vecteurs de votre base orthogonale. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez à nouveau des fonctions oscillantes. Donc toutes ces fonctions, elles ressemblent un peu à des sinusoïdes, au sens où elles oscillent régulièrement. Ça, c'est dû au fait que votre réseau de neurones, il a une structure convolutionnelle. Donc dès que vous avez une structure convolutionnelle, vous attendez à avoir des opérateurs qui vont être diagonalisés avec des choses qui oscillent comme des sinusoïdes. Sauf que vous avez les non-linéarités qui, évidemment, définissent toute la richesse de votre réseau de neurones. Et c'est les non-linéarités qui permettent de construire des fonctions oscillantes, mais le long de la géométrie. Et vous voyez comment ça suit les contours, en calculant éventuellement des moyennes le long des contours ou des variations le long des contours. Et donc, on s'adapte à la géométrie. Alors là, ça devient extraordinairement difficile de dire est-ce que c'est optimal ou pas optimal, parce qu'on n'a aucun contrôle sur les maths. Mais on voit bien qu'on est en train de reconstruire des images qui vont ressembler à des images de visage. Alors, pour finir là-dessus, évidemment, là, qu'est-ce qu'on a démontré? Ou qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que ça marche. En tout cas, ça marche sur des problèmes qui deviennent vraiment complexes. Pas simplement des images de bandes dessinées avec des petits triangles, des carrés, etc., mais des visages, des choses qui deviennent vraiment compliquées. Donc, si je prends un peu la moralité pour terminer tout le cours en une minute, ce qu'on voit, c'est que d'abord, là, on a un cadre qui est superbe pour faire des maths. Si vous prenez les GAN ou même les algorithmes de normalizing flow discrets où à chaque étape, on est en train d'estimer le transport en le découpant en petites tranches, c'est très difficile de définir mathématiquement la nature du transport. Ici, le transport, il est parfaitement défini à partir d'un seul objet qui est le score. Donc ça permet de définir un très beau problème de maths qui est la question est-ce que le réseau de neurones est capable d'estimer le score de façon optimale. Ce qu'on a vu là à la fin ici, c'est qu'en fait, estimer le score, c'est équivalent à
estimer la base qui va produire la représentation la plus parcimonieuse possible, de façon à ce que l'estimation se fasse par un seuillage et devienne optimale. Ce qu'on voit, c'est que ça marche très souvent. Et ça marche beaucoup mieux que tous les algorithmes qui avaient été faits à la main, même sur des cas comme ça. Donc, ces algorithmes ont l'avantage de pouvoir avoir des théorèmes et de comprendre la nature de l'approximation, mais ne fonctionnent pas dès que les images deviennent compliquées. Donc, la question maintenant qui est complètement ouverte, c'est de comprendre quelle est la nature de ces bases orthogonales, quelles sont les classes de scores qu'on peut avoir. Il faut bien réaliser que ça ne va pas toujours marcher. D'accord ? Vous avez un réseau de neurones avec un nombre de paramètres qui n'explose pas exponentiellement avec la dimension, donc la capacité d'approximation va être limitée. Mais c'est extraordinairement flexible. La question, c'est quelles sont les classes de fonctions, quel type de régularité a-t-on besoin d'imposer sur le signal pour que, effectivement, la distribution de probabilité soit bien estimée. Regardez, à chaque fois dans les théorèmes, j'imposais une régularité qui était beaucoup plus simple. La fonction est uniformément Lipschitz. La fonction est uniformément Lipschitz, sauf quelques discontinuités, sauf des discontinuités le long d'une géométrie. Bon, clairement, les classes sont beaucoup plus flexibles, mais quelle est la nature mathématique de ces classes? Donc ça, ce sont les questions qui sont très ouvertes. Si on regarde la recherche actuellement dans le domaine, 99,9% de la recherche, elle se fait en prenant le réseau de neurones comme une boîte noire et en disant on va l'utiliser en changeant l'équation différentielle, etc. Là, les questions que je suis en train de poser, c'est l'intérieur de la boîte noire. Comment ça se fait que la boîte noire est capable d'estimer ces quantités qui sont extraordinairement complexes? Alors, parmi les applications de pourquoi rentrer dans la boîte noire, il y a la problématique d'apprentissage avec un nombre réduit d'exemples. J'ai montré que la généralisation, elle arrive, mais elle arrive avec beaucoup d'exemples. Il fallait 100 000 images pour généraliser avec des petites images de 80 par 80. Si vous prenez des problèmes de physique, des problèmes de finance, où il y a des problèmes de médecine, où le nombre d'exemples n'est pas énorme et où vous avez des images ou des signaux de haute résolution, très souvent, ces algorithmes ne rentrent pas dans la phase de généralisation. Autrement dit, vous avez une très forte composante de mémorisation. Pour l'éviter, il faut construire des réseaux de neurones qui sont plus petits. Construire des réseaux de neurones qui sont plus petits, c'est-à-dire moins de paramètres, c'est comprendre comment ils fonctionnent pour comprendre qu'est-ce qu'on peut fixer comme paramètre a priori et qu'est-ce qu'on doit laisser comme paramètre libre. Ça veut dire rentrer à l'intérieur de la boîte. Donc rentrer à l'intérieur de la boîte, c'est quelque chose qui est vraiment très important dès qu'on a des applications comme la physique, la finance, la médecine, la climatologie, etc. Très souvent, ces algorithmes sont quand même utilisés pour faire des belles images. Donc ça, c'est bien, mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus utile. Alors, en particulier, si vous êtes intéressé, le 5 mai, il y aura une journée qui va être entièrement consacrée aux applications pour la météorologie et la climatologie de ces techniques de synthèse pour voir comment on fait de la prédiction avec ces techniques de transport. Donc ce sera ici même au Collège de France. Dernière remarque, pour les élèves de master qui passent leur oral, normalement tous les euros ont été fixés maintenant au 19 mars. Donc surtout, si vous décidez de ne pas passer l'oral, prévenez Dominique Bidois pour que votre jury ne vous attende pas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne continuation et on se reverra pour ceux qui sont intéressés, mais dans 2 ans, parce que l'année prochaine, il n'y aura pas de cours. J'ai une année sabbatique. Je vous remercie beaucoup.